tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Aujourd'hui, il y aura la critique de Karateka, le reportage sur PlayStation All Stars Battle Royale et Retro & Magic sur Worms. Jusqu'à présent, je vous ai pas mal parlé de ma vision du Japon, mais qu'en est-il de la vision que les Japonais ont de la France? Donc en France, il y a plein de gens qui sont fascinés par le Japon, et ben de l'autre côté c'est pareil. Au Japon, il y a des gens fascinés par la France. Et oui, je développe ça après les news. Les fans ne semblent pas avoir été déstabilisés plus que ça par le nouveau studio aux commandes du dernier Halo. Le jeu de 343 Industries a connu un démarrage en fanfare et Microsoft se réjouit d'annoncer quelques chiffres faramineux. 220 millions de dollars en un jour dans le monde, dépassant aux États-Unis les résultats du film Avengers en salle. Durant les 5 premiers jours, 4 millions de joueurs se sont retrouvés dans l'armure du Master Chief et ils auraient déjà passé plus de 31,4 millions d'heures sur le jeu, soit en moyenne un peu moins de 8 heures par joueur. Pour les indécis qui n'ont pas encore cédé aux sirènes de Halo 4 et qui voudraient en savoir plus avant de franchir le pas, le jeu a été critiqué récemment dans 101% qui est bien sûr disponible sur No Life Online. World of Goo a été un jeu marquant du WiiWare en 2008 et a fêté ses 4 ans le mois dernier. Il fallait y assembler et déplacer des petites boules de slime pour atteindre un tuyau a priori inaccessible. Direction artistique torturée, un brin burtonienne, ce jeu indépendant développé par 2D Boy avait su trouver son public. Kyle Gabler, l'un des 2 fondateurs de 2D Boy, revient maintenant avec un nouveau projet, cette fois développé par Tomorrow Corporation, de manière toujours aussi indépendante, Little Inferno. Dans un monde recouvert par la neige, il va falloir brûler tout ce qui vous tombe sous la main pour rester bien au chaud devant la cheminée. Le titre reste donc assez mystérieux au niveau du gameplay, mais ce trailer est déjà assez délicieusement dérangeant et intriguant pour qu'on veuille en savoir plus. Le titre sera disponible aux États-Unis en téléchargement sur Wii U dès le lancement de la console. Il peut être d'ores et déjà précommandé sur le site du développeur pour les versions PC, Mac et Linux au prix de 15 $, ce qui vous donnera accès immédiatement à la bêta du jeu. Réalisé par le développeur indépendant Aubrey Esselgren pour les 30 ans de Tommy FNS, le programmeur de Super Meat Boy, voici une vidéo totalement non officielle de Super Meat Boy Galaxy. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un projet de jeu, mais simplement d'une expérience amusante visant à prouver qu'il serait possible de réaliser un Super Meat Boy Full 3D en s'inspirant du chef-d'œuvre de Nintendo. On retrouve donc les traînées de sang derrière Meat Boy, le côté Die and Retry et bien sûr les fameux wall jump du célèbre jeu de plateforme indé. À la vue de cette vidéo, on se dit qu'après tout, ça pourrait marcher. Quand j'étais au Japon, j'ai rencontré des étudiants en français et la grande question que j'avais c'était pourquoi la France? Pour certains c'était pourquoi pas? Pour d'autres c'était parce qu'ils avaient une passion pour la musique, l'art, l'histoire de France. Et pour certaines c'était parce qu'elles étaient fans de Lady Oscar, Belusayu Nobala. Ensuite, j'ai voulu savoir quelle était leur image de la France. Donc c'était la gastronomie, la mode, le bon goût et surtout l'élégance et le raffinement. On m'a même dit que comme toutes les Françaises, j'étais distinguée. Donc je leur ai posé la même question après leur voyage en France et leur avis avait quelque peu évolué. Les réponses après la critique de Karateka. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Le jeu vidéo avance à son rythme, un œil fixé vers l'avenir et les nouvelles possibilités qu'il devrait en tirer, mais l'autre toujours rivé sur ses gloires passées. Et pour une nouvelle licence, on compte donc bien souvent 2 remakes ou reboots d'anciens succès. On pourrait s'amuser à y voir le symptôme d'une sorte de syndrome de Peter Pan à l'échelle d'un média qui n'aurait pas appris à grandir. Mais ce n'est pas vraiment la question en l'occurrence. La question ici serait plutôt de savoir ce qui fait un bon remake. Et la question subsidiaire, de savoir si sa réponse se trouve en Karateka version 2012. Ça s'est passé en 1984. Avant même de songer à créer un jour la série Prince of Persia, Jordan Mechner bossait sur un petit projet personnel en parallèle de ses études à Yale.
Développé pour l'Apple II et sobrement intitulé Karateka, le jeu mettait en scène un combattant parti sauver sa bien-aimée princesse Mariko des griffes de l'infâme Akuma, le tout à la seule force de son karaté. Finalement édité, le titre connut un succès retentissant, plusieurs portages et fut loué entre autres pour ses animations réalistes, son gameplay dynamique et son histoire prenante. Encore aujourd'hui, il résonne souvent chez les moins jeunes comme un des jeux absolument cultes ayant bercé leur enfance. Mais ça s'est passé en 1984, une date à laquelle il faut associer une époque. L'époque de la jeunesse pour le jeu vidéo évidemment, mais aussi l'époque un peu touchante aujourd'hui, durant laquelle un concept aussi kitsch que celui de l'American Ninja était le pinacle du cool. Ainsi, alors que Michael Dudikoff ou Richard Harrison enchaînaient les nanars mêlant US Air Force, katana, coupe mulet, survêt et bandeaux frontaux, il n'était pas étonnant de voir Karateka empiler les clichés. Son héros blond, son méchant en improbable ensemble karatégi casque de samouraï et son mont Fuji naïvement évocateur n'étonnaient pas ni ne choquaient le moins du monde. C'était raccord avec l'époque, c'était 1984. Aujourd'hui, soit près de 30 ans plus tard, sort donc ce remake du Karateka originel de l'initiative de son propre créateur. Et pendant que les modes se succédaient et que le jeu vidéo évoluait, rien n'a profondément changé du côté du jeu de Mechner. Il s'agit donc toujours d'aller délivrer Mariko du sinistre Akuma en distribuant un maximum de coups de poing et éventuellement de pied pour les plus esthètes. Le tout reste de plus, comme à l'époque, entièrement narré de manière muette. Certes, le sauveur n'est plus seul. Il s'agit dorénavant d'un trio composé de l'amour véritable de la princesse, d'un moine manifestement d'obédience Shaolin et d'une brute épaisse. En revanche, de leur côté, les clichés n'ont pas bougé, et on retrouve ce même bouillon asiatique qui consiste à foutre un casque de shogun par-ci, une ceinture noire par-là, sans oublier quelques paires de tabis pour un côté ninja toujours de bonne aloi, n'est-ce pas ? On pourrait même dire que ces clichés se sont développés et ont muté, la direction artistique de ce remake évoquant dans l'ensemble bien davantage l'imagerie traditionnelle chinoise que le Japon. C'était donc mignon en 1984, ça l'est un peu moins en 2012. Le fait que l'histoire de Karateka n'ait pas bougé n'est pas vraiment surprenant. Il ne s'agirait pas de trahir l'œuvre originale en lui inventant une trame ou des enjeux sortis de nulle part. Le gameplay en revanche nécessitait forcément un dépoussiérage complet. Un jeu aussi révolutionnaire qu'il ait pu être au milieu des années 80 ne saurait tenir la comparaison avec les standards actuels. Certains ont su s'adapter avec brio, comme l'espèce de reboot que furent les Championship Edition pour Pac-Man. En l'occurrence, Mechner a choisi d'ajouter un petit côté rythmique à sa première création. Ainsi, le déroulement reste le même dans les grandes lignes. On progresse toujours sur rail, du point de départ au repère d'Akuma, en se faisant régulièrement interrompre par des adversaires que l'on affronte successivement en un contre un. Seulement, les combats demandent maintenant de prévoir le nombre et le rythme des attaques adverses en écoutant des effets sonores joués au préalable, afin de les bloquer pour pouvoir contre-attaquer. L'idée est au demeurant loin d'être mauvaise, d'autant que les signaux sonores s'intègrent très bien et forment quasiment une OST à eux seuls. Cependant, ça devient assez gênant quand c'est tout ce que l'on nous propose en matière de gameplay. Un bouton pour les coups de poing, un pour les coups de pied, les deux formes d'attaque n'étant distinguées d'aucune manière autre que visuelle, un autre pour la garde, et enfin un dernier pour déclencher une sorte de furie qui se recharge au fil des échanges. Le principe reste alors le même tout au long du jeu. On rencontre un ennemi très souvent similaire au précédent et à peu de choses près confiné au même schéma d'attaque. On part ses assauts en rythme, puis on martèle ensuite les touches d'attaque en espérant entamer sa jauge de vie le plus vite possible avant qu'il ne reprenne l'initiative. Et c'est tout. 5 minutes à peine après l'avoir entamé, on a l'impression d'avoir déjà fait le tour du jeu. Et il suffit d'une demi-heure supplémentaire au maximum pour en voir effectivement le bout. La seule motivation restante pour le joueur restera éventuellement celle de le finir le plus rapidement possible en abrégeant les combats au maximum ou en se privant des quelques bonus permettant de récupérer de la vie, ou bien d'arriver au bout de l'aventure avec le personnage de départ. En effet, si la barre de vie du beau et valeureux premier héros se vide, celui-ci est alors remplacé par le moine, un peu moins beau et un peu moins valeureux, qui se verra lui-même suppléé par le bourrin encore moins beau et encore moins valeureux en cas d'échec. Et comme Mariko finira forcément par faire sa vie avec son sauveur, on pourrait très accessoirement avoir envie de faire en sorte qu'il s'agisse de l'élu de son cœur, quitte à fermer les yeux sur le message un peu crado que ce procédé véhicule. Ça reste de toute façon bien léger niveau replay value, et le gameplay terriblement creux n'incite pas vraiment à traîner sur ce remake davantage que le temps d'une très courte partie.
Ressusciter un vieux classique du jeu vidéo n'est jamais chose aisée. Il est indispensable de lui insuffler un second souffle d'une manière ou d'une autre, sans pour autant pouvoir se permettre de le trahir. Certains y parviennent avec brio, mais ce nouveau karatéka n'est malheureusement pas de cela. Il prend un titre antique à l'échelle du jeu vidéo, lui colle une esthétique fadasse, en plus d'être passablement inappropriée, une réalisation médiocre. Et surtout, un gameplay qui paraît presque plus rigide et vieux que son modèle d'origine. Et si la plus grande qualité de ce modèle reste aujourd'hui d'être le reflet touchant et brillant de son époque, son remake échoue totalement dans cet exercice. Ce nouveau karatéka apparaît alors comme un jeu hors de son temps. Une sorte d'aberration comme pourrait l'être l'adaptation telle quelle d'un Tintin au Congo, tout à fait en phase avec les mentalités de son 1931 natal, mais absolument embarrassant de nos jours. Donc pour les Japonais, à la base, dans leur rêve, la France c'est l'élégance et le raffinement. Mettons-nous à la place de ce Japonais, ou plutôt de cette Japonaise, qui va venir en France pour la première fois. Elle prend son train tout s'attirant de propreté, l'agent de l'émigration à l'aéroport lui dit « Bon voyage, faites attention à vous, à bientôt » bien cordialement. Après 11 heures de vol, elle arrive à Charles de Gaulle. Première étape, elle place l'immigration. Jour, c'est bon. Puis ensuite, il faut qu'elle se rende à Paris. Plusieurs possibilités s'offrent alors à elle, le taxi, le bus, quelqu'un qui viendrait la chercher en voiture ou le RERB. Et oui, forcément, on en revient à mon problème avec les trains. Donc elle monte dans le RERB et première réflexion, ça pue et c'est sale, ou c'est sale et ça pue, je sais plus dans quel ordre. Donc voilà, la suite après le reportage sur PlayStation All Stars Battle Royale. Révélé à la presse il y a quelques mois, PlayStation All Stars Battle Royale profite désormais de tous les events et de toutes les manifestations pour se montrer au public. Les visiteurs du Paris Games Week ont ainsi pu s'essayer à ce titre qui s'inspire très clairement de la série Super Smash Bros, mais qui possède toutefois une ou deux features propres, comme nous l'explique Daniel Maniago, le community manager que nous avons pu interviewer lors de la soirée presse. We've taken inspiration from several different fighting games, including Smash Brothers, of course. But at the same time, our core mechanic, which is we use a no health bar system, a super KO only system, and it's a system in which you build up AP, which is your all-star points. You build up your super meter, and that's how you KO opponents only with that super meter. So what we've done is we've borrowed various elements from other games and implemented this core mechanic to create a very unique experience for PlayStation fans. Bien évidemment, compte tenu de la nature de ce Battle Royale, le jeu se devait de proposer un roster accrocheur, comprenant les mascottes principales ayant sévi sur les machines de Sony. Et force est de constater que la liste des personnages est effectivement intéressante et surtout hétéroclite. On trouvera ainsi des personnages taillés pour la tâche, comme Kratos, Heihachi ou encore Nathan Drake, mais aussi des persos dont les compétences en combat sont un peu moins obvious, comme Parappa, Sackboy et même Fat Princess. The most challenging aspect is, as you can see, we have a lot of iconic PlayStation characters, but some of these characters, not only have they never been in a fighting game before, but some of them have never even fought before. So you have Fat Princess. In the Fat Princess game, she doesn't actually fight. All she does is eat cake. Sweet Tooth, he's always in his truck. He doesn't actually get out of his truck and fight. So for us, we had to work directly with the IP holder to make sure that we create a character that not only pays, homage to the IP and that franchise, but really brings out the essence of that character. For example, it was really about working directly with the IP holder. So for example, Twisted Metal, David Jaffe, he is the creator of Twisted Metal. We worked directly with him and his studio to create his moveset from the ground up. So in the example of Sweet Tooth, two things. One, we brought a lot of the iconic attacks from the Twisted Metal series, such as the landmines and the Molotov cocktails. And also, in Twisted Metal, he kind of has this hit and run style. He's not really a combo heavy character, so in our game as well, he has the same hit and run style in our game as well. That's something that we want to make sure that we translated from Twisted Metal to PlayStation All-Stars Battle Royale. It's really important to us that if someone's a really big fan of any of these characters, we want that player to pick that character up in our game and feel right at home when they play.
Ce que Battle Royale essaye de mettre également en avant, c'est sa dimension cross-buy et cross-play, c'est-à-dire la possibilité de jouer à sa version PS3 sur Vita et vice-versa. One of the biggest features that I'm personally excited about, and I think everyone else will be excited about, is we feature cross-buy and cross-play. So what that means is if you purchase the PS3 game, you get the Vita version at no additional cost. And we have this really robust and intricate online mode, and we want to make sure that we included all players in that online mode, whether they be on the road on the PS Vita or at home playing on the PS3. They're pretty much identical with maybe one or two small controller tweaks, but besides that, they're getting the exact online experience and offline experience on both the PS3 and the Vita. À part ce principe d'absence de barre de vie et d'accumulation d'AP pour infliger des KO à ses adversaires, ce Battle Royale utilise complètement une recette déjà testée, avec ses items qui apparaissent sur le champ de bataille, ses bastons à 4 et ses environnements qui influent sur le déroulement de la partie. On a donc là affaire à une repompe de concept en bonne et due forme, mais ce manque flagrant d'originalité n'implique pas forcément une absence d'intérêt, et voir s'affronter les icônes PlayStation dans des environnements interactifs et bien connus des services peut effectivement générer du plaisir. On espère simplement que le jeu arrivera à fournir la grosse dose de fun attendue, et on vous en reparle de toute manière dans un 100% à venir à l'occasion de sa critique. Ensuite, elle arrive à Paris, il faut qu'elle prenne le métro et tout, elle croise des gens. Par exemple, un monsieur qui pour nous serait louche, qui vient la voir et lui dit bonjour. Donc elle, bien sûr, elle lui répond tout sourire bonjour. Et voilà, le mec ne la lâche plus d'une semelle. Forcément, elle est très embarrassée et ne sait pas comment faire pour l'envoyer bouler. En japonais, on dit shiskoi. Et puis elle comprend aussi qu'elle doit faire attention là où elle met ses pieds, parce qu'il peut y avoir des crottes de chien. Elle découvre également qu'un commerçant ne dit pas forcément bonjour et merci à son client et peut même l'ignorer. Et il y a beaucoup de Japonais qui sont bouleversés par cette différence culturelle et qui tombent dans la déprime, et c'est très sérieux, ça s'appelle le syndrome de Paris, Paris Shokogun. Voilà, c'est l'heure de Retro and Magic sur Worms. Un jeu d'artillerie est un jeu au tour par tour dans lequel on trouve un tank, voire un gorille, de chaque côté de l'écran, le but étant de parvenir à ajuster son tir pour exploser l'adversaire. Au début des années 90, un jeune développeur anglais nommé Andy Davidson décide d'adapter ce gameplay et crée pour ses camarades de classe et ses amis en premier lieu, un petit jeu qui évoluera pour devenir un titre légendaire et pas piquer des vers, Worms. Tout a commencé grâce aux Lemmings, les petits personnages suicidaires de Psygnosis. Davidson est en effet parvenu à ripper les sprites des Lemmings et conçoit un jeu d'artillerie dans lequel les petites créatures vont s'exploser la tronche à grands coups de bazooka. Quelques mois plus tard, le magazine Amiga Format lance un concours de création de jeux vidéo. Davidson retravaille son jeu, remplace les Lemmings par des vers de terre et le soumet à la rédaction du magazine sous le nom Total War Mage. Davidson ne gagne pas le concours, mais il soumet son prototype au studio Team 17 qui repère son potentiel et décide d'engager le jeune homme. En 1995, Total War Mage, devenu Worms, sort dans le commerce et va casser la baraque. Le principe de Worms est bête et méchant. Des vers de terre répartis en équipes sont dispersés dans un niveau généré aléatoirement. Le jeu se déroule au tour par tour et à chaque tour, les joueurs peuvent déplacer un ver et faire feu avec une arme. L'arsenal est bien fourni avec des bazookas, grenades, bombes bananes et autres bâtons de dynamite, mais aussi des trucs beaucoup plus étranges comme des moutons explosifs ou des taupes. Il faudra également se montrer prudent lors des déplacements car les niveaux sont parsemés de mines et un ver peut également se blesser s'il tombe dans le vide, voire mourir s'il tombe dans l'eau. Ajoutons à cela que le terrain est entièrement destructible, devenant plus troué qu'un gruyère au fur et à mesure des explosions. Le grand plaisir du jeu est bien entendu de donner des petits noms à ces vers pour personnaliser le carnage. Les parties sont entrecoupées de petites scènes cinématiques très rigolotes, narrant les aventures de Boggy Bee, un ver gaffeur qui deviendra en quelque sorte la mascotte de la série. Avec ce principe simple et redoutablement addictif et une bonne dose d'humour bien british, Davidson a créé un hit qui remportera un succès planétaire. En 1997, peu avant la sortie de Worms 2, Andy Davidson sortira Worms The Director's Cut sur Amiga.
Cette édition ultime de Worms ajoute de nouvelles armes devenues légendaires comme la Sainte Grenade, le minigun ou la Vieille Dame. Deux ans après la sortie du premier Worms, Team 17 récidive avec Worms 2. Au départ, le studio n'avait prévu qu'une simple remise à jour du premier jeu, mais Davidson les convaincra d'intégrer les nouveautés développées pour son Director's Cut. La formule n'a pas fondamentalement changé, mais les graphismes sont plus fins avec un style beaucoup plus cartoon et coloré, l'arsenal est encore plus varié et délirant, et les possibilités de customisation des parties sont plus développées. Encore une fois, des scènes cinématiques très amusantes viennent ponctuer le gameplay. A noter que contrairement à son prédécesseur, sorti sur un nombre impressionnant de machines, Worms 2 n'est sorti que sur PC. C'est d'ailleurs le seul titre de la série à n'avoir été disponible que sur une seule machine. Hey, fool! Deux autres années passent et les Verts font leur grand retour avec Worms Armageddon. Il s'agit d'une simple amélioration de Worms 2, mais qui ajoute suffisamment de nouveautés en termes d'armes et de mode de jeu pour séduire à nouveau un large public. Pour beaucoup de fans, Worms Armageddon reste la version la plus aboutie de Worms, tout support confondu. Parmi les nouveautés les plus marquantes, un mode mission redoutablement corsé dans lequel le joueur doit accomplir des objectifs spécifiques, un éditeur de niveau amélioré permettant d'importer ses propres images, et surtout un mode multijoueur online via une plateforme nommée WormNet. Satisfait de cette version de Worms, Andy Davidson quittera Team 17 peu après la sortie du jeu pour se consacrer à d'autres projets. 2 ans après Armageddon, Team 17 sortira Worms World Party, une nouvelle déclinaison de Worms 2 n'apportant quasiment aucune nouveauté. Réglé comme du papier à musique, Team 17 attend encore 2 ans avant de sortir son nouvel épisode de Worms, Worms 3D. Cette fois-ci, il s'agit d'une vraie évolution de la série, celle-ci passant le cap de la 3e dimension, une étape forcément périlleuse pour un jeu comme Worms. Le principe de base n'a pas changé, le jeu est toujours au tour par tour et propose d'exploser les vers d'en face à l'aide d'armes diverses et variées, parmi lesquelles on retrouve des grands classiques et quelques nouveautés. Toutefois, force est d'admettre que cette évolution ne s'est pas faite sans heurts. Le passage à la 3D rend en effet le jeu beaucoup moins aisé à prendre en main, notamment à cause d'une caméra ivre. Et on perd un peu ce côté fun immédiat qui caractérisait la série. Si Worms 3D reste un bon petit jeu, il n'a pas eu l'impact de ses prédécesseurs et n'a pas convaincu les fans. La série connaît sa première évolution significative en 2004 avec Worms Forts Under Siege, un épisode basé sur Worms 3D mais proposant un gameplay un peu différent. En effet, le joueur pourra bâtir des forteresses permettant d'accéder à des engins de siège afin de bombarder l'ennemi. Cette formule s'avère assez fun et renouvelle agréablement le gameplay, même si les problèmes de maniabilité et de caméra de Worms 3D n'ont été que partiellement corrigés. Après un Worms 4 Mayhem en 2005 qui poursuivait les aventures des Verts en 3D, Team 17 est revenu à un gameplay en 2 dimensions avec Worms Open Warfare, Worms Reloaded et le dernier épisode en date, Worms Revolution, qui ajoute la gestion de la physique au programme des réjouissances. Notons également qu'Andy Davidson est de retour chez Team 17 depuis avril 2012. Il n'y a pas que des points négatifs, je vous rassure. Elle adore les gens qui jouent de la musique dans le métro, ça fait très Amélie Poulain. C'est à ce moment que j'ai réalisé que ça pouvait effectivement plaire à des gens. Elle adore aussi les monuments, l'architecture, ça c'est vraiment comme elle l'imaginait. Si le regard des Japonais sur la France vous intéresse, il y a un très bon manga que je vous conseille, ça s'appelle À nous de Paris, dessiné par J. Nishi aux éditions Piquet. C'est l'histoire d'un Japonais qui part en France pour le travail et qui décrit toutes les choses qui l'ont marqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez à bientôt.